Salut tout le monde, vous connaissez Super Mario Bros? Ce jeu qui a révolutionné le monde du jeu vidéo n'est autre que le roi de la plateforme. Sorti en 1985 au Japon et en 1987 dans nos contrées européennes, ce jeu a été le plus vendu pour Noël 1986 et a été un symbole phare des années 80. Encore aujourd'hui, cette figure est reconnaissable de tous. Son créateur, Shigeru Miyamoto, n'imaginait pas le succès que ce jeu allait avoir. Et grâce à ce succès, la série s'est développée et le monde du jeu vidéo a suivi. Par exemple, Super Mario 64 a révolutionné le monde de la 3D avec son stick analogique. Vers le début des années 2000, la PS2 concurrence le géant Nintendo qui a failli fermer ses portes après l'échec de Super Mario Sunshine, jeu dont le développement a été trop précipité. C'est pourquoi, lors du développement de Super Mario Galaxy, Nintendo a pris tout le temps nécessaire pour avoir le meilleur jeu possible. Grâce à ça, Galaxy a eu un énorme succès et permis à Mario de retrouver sa place de roi dans cet univers qu'est le jeu vidéo. Il fut aidé grâce à la DS, sortie à la même époque et qui, avec son double écran, eut un succès incontestable. Aujourd'hui, tous les jeux vidéo partent d'un seul et même point de départ, Super Mario Bros. Ce jeu, qui est resté le plus vendu au monde pendant des décennies, s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires et fêtera ses 40 ans cette année. C'est pourquoi je vous parlerai de ce jeu aujourd'hui, le 10 mars 2025, 10 mars qui correspond, oui, au Mario Day. Nous y voilà. Mario devient l'une des mascottes des consoles de salon dans ce jeu de plateforme devenu aujourd'hui un objet de pop culture. La majorité des codes qui vont construire le genre apparaissent dans ce premier épisode. Les boss de fin de niveau, les raccourcis, la maîtrise du personnage au pixel près, les équipes de Shigeru Miyamoto balayent d'un revers de main la crise du jeu vidéo domestique de 1983 et lancent ce média dans une nouvelle ère. Quitte à enfoncer des portes ouvertes, posons les termes d'entrée. Super Mario Bros est génial, sans contestation possible. L'expérience qu'il propose est tellement naturelle, fluide, évidente, tout y est tellement à sa juste place qu'il donne le sentiment, puisque d'être conçu avec l'ambition de tout emporter sur son passage, d'avoir été touché par la grâce. Preuve en est, et c'est presque exceptionnel pour un jeu de son époque et son âge, le plaisir qu'il procure demeure intact encore aujourd'hui. Avant-gardiste, on lui doit l'émergence du jeu de plateforme et surtout l'explosion de Nintendo dans l'industrie du jeu vidéo. La performance, qu'elle soit artistique, ludique ou commerciale, est telle qu'on croirait que toutes les étoiles s'étaient alignées pour aboutir à un tel résultat. Et pourtant, quand on se penche sur sa conception, on se rend compte qu'au-delà des idées particulièrement inspirées de ses géniteurs, se cache aussi un travail acharné, pas mal de débrouillardise et des restrictions techniques paradoxalement bienvenues. Lorsque le projet débute à la toute fin de l'année 1984, la Famicom n'est pas encore un phénomène de société. Certes, il n'a fallu qu'11 mois à la console de Nintendo pour se faire une place dans 1 million de foyers japonais. Grâce au portage soigné des jeux d'arcade maison, et plus particulièrement de Mario Bros, les ventes de cartouches enregistrent aussi de belles performances, ne laissant aucune miette à la concurrence. Néanmoins, si la situation est enviable, elle n'est pas non plus idyllique, et en interne, les esprits commencent d'ores et déjà à se projeter sur la suite. Celle-ci a pour nom Famicom Disk System et prend la forme d'une extension hardware permettant la lecture de disquettes, support capable de contenir plus de données, et donc de proposer des titres plus ambitieux. Au moment de plancher sur ce qui deviendra Super Mario Bros, l'intention est donc de produire un dernier jeu sur cartouche sans nécessairement chercher à révolutionner le monde du jeu vidéo, avant d'aller explorer de nouveaux horizons moins étriqués. Quand R&D4, l'équipe interne chez Nintendo chargée d'alimenter en jeu la Famicom, se met au boulot en décembre 1984, tout est encore à définir. Et c'est d'autant plus vrai qu'elle se met à plancher sur 2 projets simultanément, celui qui deviendra Super Mario Bros donc, et un autre petit jeu destiné à accompagner le Famicom Disk System, un certain The Legend of Zelda.
Pour le premier, celui qui nous intéresse, le concept de départ vient d'un constat, un brin amer dressé par Shigeru Miyamoto, alors numéro 2 du studio, celui d'avoir été dépossédé des jeux de saut. Après les avoir inventés avec Donkey Kong, il a vu de nombreuses entreprises concurrentes se distinguer en proposant des titres centrés sur cette mécanique qu'il avait songé à faire breveter. L'idée, même s'il ne dit pas en ces termes, était donc de montrer qui était le patron en amenant le genre plus loin qu'il ne l'avait jamais été. Pour cela, le jeu devra être de type dynamique, athlétique, se dérouler sur terre, sous l'eau et dans les airs, avec un héros de grande taille. Aussi, il y avait la volonté de proposer un arrière-plan coloré, en rupture avec les décors sombres de l'époque conçus pour reposer les yeux. Le concept global posé, Miyamoto va alors solliciter celui qui deviendra un partenaire particulier durant les décennies, Toshihiko Nakago. Programmeur de talent officiant chez SRD, une société qui a entre autres aidé à réaliser par Arcade et Famicom, celui qui va concevoir un prototype dans lequel un rectangle de 32 pixels sur 16, soit le double de la hauteur de Mario lors de ses précédentes apparitions, peut se déplacer et sauter. L'objectif, simplement s'assurer que les sensations sont bonnes. À ce stade, il n'était encore nullement question de faire de Mario le protagoniste. S'il a été à l'affiche de plusieurs jeux à succès par le passé, il n'est qu'un personnage parmi d'autres et Miyamoto ne pense pas spontanément à lui. La personne qui va l'en convaincre n'est autre que Takashi Tezuka, un jeune employé recruté quelques mois auparavant qui se distingue autant par sa créativité folle que ses facilités relationnelles. C'est en effet au détour d'une pause déjeuner qu'il va sympathiser avec le responsable de la division commerciale et marketing et ainsi obtenir des chiffres de vente de jeux Famicom. Il y découvre que Mario Bros continue de bien se vendre plus d'un an après sa sortie. Y voyant la marque d'un héros populaire, il va suggérer le nom de l'italien Miyamoto, qui validera donc la proposition. Contrairement à ce que beaucoup de joueurs pensent, Super Mario Bros n'est donc pas l'œuvre d'un génie solitaire Shigeru Miyamoto, mais bien d'une conjonction de 3 personnalités, 3 amis, que Satoru Iwata, le regretté président de Nintendo, baptisera plus tard le Triangle d'Or. Une fois le concept général posé, les membres de R&D4 vont durant quelques semaines concentrer leurs efforts sur Zelda. Quand ils retournent sur Super Mario Bros. Aux alentours de février 1985, tout est encore à faire. Dans les contrôles comme dans le gameplay, les documents de design de l'époque laissent apparaître quelque chose de très éloigné du produit final que l'on connaît. Car la réalité, c'est que Miyamoto et son équipe vont énormément tâtonner. Certes, ils ne partent pas dans l'inconnu et peuvent s'appuyer sur l'expérience accumulée avec leurs précédentes productions, qu'il s'agisse de Devil World pour l'affichage de sprites de grande taille ou d'Excite Bike pour la gestion du scrolling. Néanmoins, leur vision de départ va pas mal bouger. Censé permettre de donner des coups et de tirer à l'aide d'un fusil voire de rayons laser, le bouton A n'était par exemple pas dévolu au saut, ce dernier étant placé sur la touche O. Et pour ce qui était de parcourir le ciel, Mario devait initialement chevaucher une fusée. Les capacités de la Famicom ne permettant pas de concrétiser certaines idées, les choses vont peu à peu s'affiner pour se rapprocher, fort heureusement, du jeu que l'on connaît. Quand on sait que nous sommes alors à 7 mois environ de la sortie du jeu, cela peut sembler invraisemblable. Et pourtant, durant ce laps de temps, l'équipe va abattre un travail de titan. Les expérimentations vont bon train et c'est ainsi que les développeurs découvrent qu'il est plus amusant que Mario n'augmente sa taille qu'en cours de partie, les amenant donc à créer un petit Mario. Pour justifier cette mécanique des changements de taille, l'univers se teinte alors de fantasy, l'inspiration sans doute inconsciente d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Un champignon fait son apparition pour permettre au héros de grandir, et donc passer de Mario à Super Mario. Les armes laissent quant à elles leur place à une fleur permettant de tirer des boules de feu ou à une étoile conférant une invincibilité temporaire. De fil en aiguille, sans le savoir, les développeurs sont en train de définir les codes de la licence. La création des niveaux, entièrement gérée par le tandem Miyamoto-Tezuka, demande elle aussi beaucoup d'ajustements. Un processus d'autant plus long et complexe que le résultat ne pouvait être testé qu'une fois par jour après que les programmeurs aient fini de saisir l'ensemble des données en s'appuyant sur les plans réalisés sur le papier quadrillé par les 2 artistes. Côté technique, si l'action est parfaitement fluide, que Mario évolue sur Terre, dans l'eau ou dans les airs,
où le héros se contente en réalité d'évoluer sur des champignons géants ou des nuages, il faut ruser et faire preuve d'astuce afin d'apporter la variété visuelle recherchée. Le jeu a beau bénéficier d'une cartouche de 256 kilobits, une grande première, cela reste juste. Les développeurs ont donc l'idée de recycler des éléments graphiques en changeant simplement la couleur pour leur donner une autre fonction. Des nuages blancs qui passent au vert pour devenir de la végétation. Ou de ne créer que des moitiés de sprites qu'ils afficheront ensuite en miroir pour faire apparaître certains éléments parfaitement symétriques. Le champignon, la fleur de feu ou l'étoile notamment. Et quand pour les besoins d'un niveau il leur faut ajouter des ennemis volants, le loufoque Tezuka suggère d'ajouter simplement des ailes au Koopa Troopa afin d'en faire des Paratroopas. La mémoire économisée grâce à ces astuces n'est clairement pas de trop, car il fallait bien laisser de la place pour que le génie de Koji Kondo puisse s'exprimer. Sans ses compositions cultes, et notamment celle du premier niveau dont le rythme et la mélodie semblent calés sur l'action, Super Mario Bros n'aurait peut-être pas eu le même impact. D'ailleurs, au sujet de ce premier niveau, il faut savoir qu'il a été conçu très tardivement afin que le tout début du jeu prenne la forme d'un tuto déguisé, obligeant le joueur à récupérer un super champignon afin qu'il en découvre l'utilité. Et preuve que ce passage a été fait très tardivement, le Goomba que l'on croise au départ n'est rien de moins que le dernier élément à avoir été créé pour le jeu. À sa sortie le 13 septembre 1985, Super Mario Bros n'a pas droit à un dispositif particulier, même si au sein de R&D4 il y a le sentiment d'avoir donné naissance à quelque chose de spécial, Nintendo ne le pousse pas plus que cela. Que ce soit dans la presse ou en termes de marketing, un lancement relativement discret qui, vous vous en doutez, ne va pas l'empêcher de devenir un véritable phénomène. Le bouche à oreille se met en place et très vite, même l'impitoyable Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo de l'époque, sent venir un engouement similaire à celui suscité par Donkey Kong quelques années plus tôt. L'icône Mario commence à s'imposer et, avec elle, le genre de la plateforme aussi. Cet élan va vite se confirmer en boutique puisque le jeu se vendra à plus de 6,8 millions d'exemplaires rien qu'au Japon. Une prouesse qui restera inégalée pendant plus d'une décennie jusqu'à l'avènement des Pokémon qui ont l'avantage d'être déclinés en plusieurs versions. À l'international, le raz-de-marée est total, plus de 40 millions de cartouches qui débarquent dans les foyers. Un nombre d'autant plus vertigineux qui ne compte pas les nombreuses rééditions sur tout un tas de supports qui ont été commercialisés par la suite. Pensé pour être le dernier jeu cartouche de la Famicom, Super Mario Bros n'a donc pas offert à la machine une fin sous forme de feu d'artifice, mais lui a donné, au contraire, un second souffle inespéré, la conduisant à connaître ses plus belles années durant la demi-décennie qui a suivi.